Nadine Coste et à Agnès Deschamps, qui vont effectivement nous éclairer sur la manière dont se manifeste le non-recours au droit sur les questions d'accès à la santé et à la complémentaire santé, notamment, voilà, de par leur expérience sur Nanterre. Donc Nadine Coste, responsable d'unité au service social de la CRAMIF pour un certain nombre de communes, dont Nanterre. Donc la CRAMIF, c'est une des branches de la sécurité sociale, enfin de l'assurance maladie, on dit maintenant. C'est moins la sécurité sociale. Nous nous adressons aux assurés du régime général. Je fais un petit rappel. Et particulièrement à des gens qui sont malades, qui ont des difficultés de santé en général importantes, dans des domaines d'intervention et des missions qui sont en lien direct avec l'accès aux soins et l'accès aux droits. Je vais juste brièvement rappeler les missions pour lesquelles on intervient au sein des assurés sociaux. C'est vrai que la première des missions, une des missions importantes, c'est l'accès aux droits et l'accès aux soins. Il s'agit dans ce cadre-là d'aider les personnes qui sont fragilisées par un problème de santé important à accéder aux droits, que ce soit des prestations ou à une couverture sociale, quand ce n'est pas le cas, pour leur permettre d'engager les soins nécessités par leur état de santé. Ça, c'est la première des missions qui nous occupe. La seconde, c'est celle qu'on appelle la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc celle-ci, elle permet et elle vise à aider les assurés en arrêt de travail qui sont en arrêt depuis plus de 3 mois. Donc on est déjà sur des arrêts de longue durée, pour lesquels la reprise de travail risque de poser un problème, risque d'être difficile, voire même pour certains impossible. Et dans ce cas-là, l'objectif, c'est soit d'essayer de leur permettre un maintien dans l'emploi quand cela est possible, par le biais d'un aménagement de poste, par d'autres dispositifs existants, ou également d'effectuer des démarches d'une certaine reconnaissance du handicap quand c'est le cas pour ces personnes-là. La troisième mission qui nous occupe dans le cadre de nos interventions, c'est la prévention et le traitement de la perte d'autonomie des personnes handicapées et ou âgées. Donc pour ce type de public, l'objectif est d'améliorer leurs conditions de vie, donc pour les personnes malades, handicapées, âgées, qui sont confrontées à une réelle perte d'autonomie et je dirais à une difficulté de vie, je dirais au quotidien et dans les perspectives d'évolution de cette maladie. Donc ça, ce sont les 3 missions dans lesquelles nous intervenons et on a, je dirais, ce volet donc spécialisé santé pour lesquels on intervient soit dans le cadre d'entretien individuel ou d'informations plus collectives qu'on déploiera tout à l'heure. Alors avec Agnès Deschamps, quand on a préparé notre petite intervention, donc on a abordé effectivement le non-recours, mais on a élargi un petit peu. On n'est pas resté que sur l'aide à la complémentaire santé. Donc on est parti un peu de la notion de non-demande qui va au-delà de la notion de recours à des prestations ou à des actions sociales définies. On constate que certaines personnes ont besoin d'un accompagnement particulier et de conseils, de soutien afin de pouvoir solliciter l'aide qui leur est nécessaire. Et c'est là où nous intervenons, nous, service social. Une prestation administrative lambda peut être demandée de manière directe par un délégué social, un agent administratif de la caisse primaire d'assurance maladie. Alors après, est-ce que les gens iront jusqu'au bout de la démarche? C'est un deuxième palier. Alors la quantification du phénomène de non-demande s'avère difficile à réaliser, ça, tout le monde en conviendra, parce que les personnes concernées sont en général mal connues de nos services. Et je vais reprendre un petit peu ce que disait Marianne Leblévec tout à l'heure. Donc la non-demande prend des formes variées et quelques grands types de causes peuvent être notées. Donc l'attitude des personnes en raison de leur parcours de vie, des conséquences de certaines pathologies chroniques.
Et pour illustrer un petit peu cette notion de conséquence de certaines pathologies, on peut être amené à rencontrer des personnes atteintes de maladies graves. Je pense en particulier, pour vous donner un exemple, la sclérose en plaques, qui est une maladie évolutive par palier. Et c'est vrai qu'on peut être amené donc à rencontrer ce type d'assurés sociaux atteints de cette pathologie. On va les accompagner dans certaines démarches, on va pouvoir faire avec eux certains dossiers. Après, compte tenu de l'évolution et de la grande fatigabilité que les personnes peuvent rencontrer, elles ne vont plus, à un moment donné, être à même d'effectuer elles-mêmes leurs démarches. Et c'est vrai que là, le sens de l'accompagnement social est très, très important, parce qu'on se rend compte qu'on intervient par rapport à des objectifs, à des démarches pour permettre d'accéder aux droits et que les gens ne renoncent pas à ces droits. Mais quelquefois, c'est quand même très difficile de par l'état de santé dans lequel se situent les personnes. Donc ça, c'est un exemple particulier. Ça peut être aussi l'exemple de maladies par rapport aux problèmes, je dirais maladies alcooliques, où on est amené à rencontrer en effet des gens qui sont en arrêt de travail pour ce type de problématiques, qui à un moment donné vont se trouver, suite à cet arrêt de travail, à passer en invalidité, donc à faire valoir leurs droits pour bénéficier d'une pension d'invalidité, en lien toujours avec leur maladie. Et leur état de santé ne va pas pouvoir leur permettre de suivre précisément les démarches pour faire valoir leurs droits. Et c'est là où on peut intervenir, parce que on rencontre des gens qui vont se retrouver, je dirais, à un moment moteur et participant dans leur démarche, et après la problématique santé va leur rendre impossible la suite des démarches, et je dirais leur amener à ne pas laisser aboutir et permettre à aboutir cette demande. C'est vrai que c'est des difficultés ponctuelles par rapport à des pathologies précises, mais c'est quelque chose qui peut faire partie de la non-demande, et du coup ne pas permettre à faire valoir que des gens ne fassent pas valoir des droits auxquels ils pourraient tout à fait prétendre. Alors après, on a identifié le résultat de problématiques qui seraient communes à des groupes de personnes, telles que les personnes âgées isolées, les résidents de foyers de travailleurs migrants, on en parlait tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure, les personnes qui ont des besoins, mais qui ne sont pas en mesure de les exprimer. Alors pour ces personnes-là, on pense à des personnes pour lesquelles la barrière de la langue est très très importante, où c'est vrai que dans le cadre de rencontres, on a besoin d'une tierce personne pour interpréter, pour traduire. Donc ça, c'est une des raisons, en effet, qui va amener la personne à ne pas pouvoir exprimer son besoin. Donc ça, c'est la barrière linguistique. Il y a l'isolement, qui est réel, même si on a dit qu'il y a des isolements plus ou moins réels, et c'est vrai que c'est une personne qui peut être seule sans enfant à charge, mais il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a aussi le niveau d'études qui peut interférer dans la démarche de la personne pour exprimer ou pas une demande. Et derrière ça, c'est je ne demande pas, donc je ne fais pas valoir mes droits et je renonce à des droits qui pourraient m'être accordés. Donc c'est vrai que ce sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés, dans le sens où on voit des gens régulièrement qui, de par ces différentes typologies, je dirais, ne vont pas aller au bout des droits qui pourraient leur être accordés. Alors après, on s'est un peu penché sur les raisons qui peuvent expliquer le non-recours. Donc, et là, je reprends ce que disait Marianne Leblévec tout à l'heure, la non-connaissance, donc lorsque l'offre n'est pas connue, soit par manque d'information, enfin certaines personnes donc ne savent pas qu'elles peuvent bénéficier d'un type d'aide précis. Donc là, c'est par exemple, pour illustrer le propos, les personnes qui ne connaissent pas le dispositif de l'aide à la complémentaire santé, qui est un dispositif qui permet aux assurés sociaux de bénéficier d'une participation au paiement de cotisation d'une complémentaire santé. Donc des personnes ne connaissent pas du tout ce dispositif, voire certains même, ça c'est plus rare, mais ne connaissent pas non plus le dispositif de la CMU complémentaire. Des personnes également n'ont pas connaissance du droit éventuel à l'allocation adulte handicapé de façon différentielle, parce que des personnes peuvent avoir un revenu de base qui pourrait ouvrir droit à un complément de l'AAH. Donc c'est ce type, je dirais, de non-connaissance qui peut en effet amener le non-recours aux personnes concernées.
Alors, la non-demande, la non-réception, lorsque l'offre est connue d'un assuré, qu'elle a été demandée, mais pas obtenue. Alors, pour la difficulté de mener à son terme les démarches administratives qui sont complexes, du fait des procédures, du fait des personnes qui ne sont pas en mesure de se servir des informations dont elles disposent, difficultés techniques. L'illustration qu'on peut donner, c'est dans la constitution des dossiers auprès de l'assurance maladie. Je pense en particulier le dossier d'aide à la complémentaire santé, où il faut justifier de ses ressources sur les 12 mois précédant la date de la demande. Donc il faut véritablement constituer un dossier conséquent, ne pas oublier de pièces, ce qui peut arriver. Donc une personne va transmettre un dossier auprès de son centre de sécurité sociale. Le dossier va être étudié. Il se peut qu'il manque 1-2 pièces justificatives que la personne aura omis de joindre. Le dossier va lui être renvoyé une première fois. Elle va fournir les pièces qui lui sont demandées. Elle va redéposer le dossier, donc ça sera son deuxième dépôt. Il s'avère qu'il va être de nouveau étudié, bien évidemment, pas forcément par le même technicien qui aura été à l'origine de la première demande. Il va s'avérer que, à la première requête, il manquait encore des pièces, on va lui renvoyer. Ça peut faire plusieurs allers-retours et il est certain que, selon certains publics, à un moment, les gens vont lâcher prise et vont se dire à quoi ça sert? On me demande une pièce, on m'en demande une seconde, qui me dit qu'au bout de mon 3e envoi, on ne va pas me redemander encore des justificatifs. Donc, à un moment, la réalité est telle qu'on ne va pas renvoyer le dossier. Et il ne va pas aboutir, et du coup, on ne saura pas si on peut prétendre au droit, et si on pouvait y prétendre, on n'en bénéficiera pas. Donc vraiment, c'est une illustration de dossier incomplet. Ce n'est pas systématique, bien évidemment, mais c'est une réalité auquel certains assurés, certains publics peuvent être confrontés. Je pense à ceux qui ont une problématique liée à la compréhension écrite, parce que certains vont se faire aider d'un voisin, d'un ami, notamment par rapport au public qui est hébergé en foyer. Et puis, l'information qui va leur être donnée sera peut-être erronée. Et du coup, le complément de son dossier ne sera pas complètement efficient. Et c'est vrai que ce type d'aller-retour vis-à-vis de ce type de dossier va véritablement, à un moment donné, faire un point de rupture et les gens ne pourront pas, ne voudront pas ou ne pourront pas aller jusqu'au bout de la démarche. Donc c'est vrai que ça fait partie, en effet, c'est une illustration de ces démarches qui ont commencé à être engagées, mais qui malheureusement ne vont pas aboutir. C'est aussi, dans un autre registre, l'incapacité de compléter un dossier. Le dossier d'aide à la complémentaire santé, il ne peut pas être complété par le centre de sécurité sociale ni par les délégués sociaux. Donc il est obligatoire que la personne potentiellement bénéficiaire ait un relais, soit vers, je dirais, son entourage ou la possibilité d'accéder à un écrivain public pour l'aider à compléter ce type de demande. Et c'est vrai que c'est une réalité parce que un grand nombre de personnes ne vont pas au bout de ce type de demande. Et la non-demande, donc l'offre est connue mais pas demandée, donc des intérêts pour l'offre, ou alors les gens pensent que ça ne les concerne pas ou que voilà, il n'y a pas un intérêt majeur de bénéficier de telle ou telle prestation. La lassitude des démarches administratives, donc on retombe un peu dans ce que disait Agnès, d'autres dispositifs qui peuvent être avantageux également et qui se chevauchent, il y a des chevauchements de dispositifs, l'autolimitation ou la perte de l'idée d'avoir des droits. C'est le cas très particulier, mais qui existe quand même pour l'aide à la complémentaire santé. Des personnes qui ouvrent un droit à ce dispositif, mais qui, de par une activité professionnelle même partielle, bénéficient d'une couverture complémentaire obligatoire, donc via leur employeur. C'est vrai que l'aide à la complémentaire santé peut leur être accordée, mais ne pas être valide dans le sens où quand il y a une complémentaire santé obligatoire employeur, l'ACS ne s'applique pas. Ce qui veut dire que là, on est dans un cas très précis. J'ouvre un droit à ce dispositif, mais je ne peux y prétendre parce que via mon employeur, j'ai une complémentaire obligatoire et ça ne rentre pas dans ce critère-là. Donc ça, c'est un type bien particulier.
Dans les non-demandes pour élargir et sans rester sur l'accès aux droits, ça peut être aussi l'allocation solidarité personnes âgées, qui est une prestation qui est récupérable sur succession. Et c'est un des exemples précis que l'on peut donner parce que certaines personnes, du fait de cette récupération, renoncent à ce droit. De ce fait, elles se retrouvent avec des revenus très modestes. Elles pourraient prétendre à ce type de dispositif, mais ne vont pas en faire la demande pour les critères de, je dirais, récupération. Et ça fait partie des critères à prendre en compte par rapport aux démarches que peuvent ou ne pas faire les personnes concernées. Alors le non-recours, les causes de non-recours. Donc la personne manque d'informations, elle méconnaît les structures, elle a une mauvaise perception de sa propre éligibilité. On reprend un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Différents obstacles qui peuvent être financiers, linguistiques, juridiques, culturels ou religieux, des raisons de santé, d'isolement familial ou social, éloignement géographique, donc des structures administratives ou même des structures de soins, les difficultés d'accès, une lassitude envers les institutions. Tout ça, c'est des choses qu'on constate au quotidien, je pense, tout un chacun. Calcul et préférences données donc à d'autres solutions, à d'autres dispositifs, et puis la négligence. Par rapport aux actions menées par le service social, concernant, je dirais, l'accès aux droits, l'accès aux soins pour les assurés que nous rencontrons, nous intervenons, donc, comme on le disait, donc, en accompagnement social individuel par rapport à des publics ciblés, mais également par rapport à des signalements émanant de l'assurance maladie, notamment les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé. Ces bénéficiaires nouvellement admis dans ce dispositif nous sont signalés et systématiquement on adresse à ce public des offres de services pour leur proposer des réunions d'information collective pour apporter à ce public toute information, je dirais, justifiée pour leur permettre d'utiliser ce dispositif. Parce qu'on s'aperçoit, et comme le disait Marianne tout à l'heure, peu de personnes utilisent le dispositif de l'aide à la complémentaire santé. Donc l'intérêt pour nous, service social, est de donner un maximum d'informations sur ce dispositif pour que les personnes en connaissance de cause puissent, je dirais, effectuer les démarches, si elles le souhaitent, pour accéder à une complémentaire santé et, je dirais, effectuer le nécessaire au mieux par rapport aux droits qui leur sont accordés. Ce type de signalement qui émane donc de l'assurance maladie nous permet d'avoir un contact régulier et, je dirais, complet par rapport aux personnes qui se manifestent auprès de nos services. Après, il est certain que dans les réunions d'information collective, toutes les personnes ne se déplacent pas auprès de nos services, mais les personnes que nous rencontrons et que nous recevons pour informer sur le dispositif, les modalités d'application et, je dirais, les démarches à engager pour accéder à cet accès à une complémentaire santé et derrière cela, bien évidemment, cet accès à, je dirais, aux soins et à une qualité de suivi en matière de santé. Et là, pour, si vous voulez, inciter les gens à connaître le dispositif et à effectuer les démarches. Donc ça, c'est le signalement important qui nous est transmis par la CEPAM dans le cadre des actions que nous pouvons mener communément. Les autres actions que nous sommes amenés à mener par rapport à nos interventions, c'est également les rencontres systématiques pour les personnes qui, après un arrêt de longue durée, passent en invalidité par rapport à un bénéfice d'une pension d'invalidité. Donc ça, ce sont des signalements qui émanent du service médical de la sécurité sociale, le médecin conseil de la sécurité sociale, qui va nous aviser des personnes toujours avec une problématique de santé pour permettre, je dirais, à faire valoir de nouveaux droits. Dans ce cas-là, on est face à un accès aux droits lié à une problématique de santé conséquente qui change, je dirais, la situation de l'assuré, qui change son statut dans la société et au sein de sa famille également. Et nous sommes là pour l'accompagner dans ce changement de situation.
On intervient également dans le cadre des signalements qui nous sont faits par rapport à, je dirais, des assurés qui sont en risque de désinsertion professionnelle de par la problématique de santé, où l'objectif est de les accompagner dans ce changement, soit dans le maintien de leur emploi ou dans le maintien d'un autre emploi, vers, je dirais, un accès à l'emploi, mais dans d'autres conditions. Pour revenir à l'aide à la complémentaire santé, ce qui est important d'indiquer, c'est que, en effet, les gens vont être amenés à un moment donné, quand ils arrivent au bout de leur dossier, à ouvrir un droit, mais ils ne vont pas forcément aller jusqu'au bout de ce droit. Alors, certains éléments sont mis en avant, c'est-à-dire on a bien compris le dispositif, je dispose d'une aide pour payer une complémentaire santé, qu'elle soit une mutuelle, un organisme de prévoyance, voire une compagnie d'assurance. Mais la problématique qui va nous être mise en avant, c'est la problématique du coût de la complémentaire santé. Et c'est vrai que là, on peut être amené à rencontrer des gens qui vont renoncer à accéder à une complémentaire santé malgré une aide qui leur est accordée dans le cadre de ce dispositif spécifique. C'est vrai que la difficulté par rapport aux précarités des situations rencontrées par les gens, c'est j'ai droit à ce dispositif, j'ai le droit à cette aide, mais je ne peux malheureusement pas continuer et entrer dans une adhésion à cette complémentaire santé qui me permettra d'accéder bien évidemment aux soins, à des consultations, à des examens, à des soins quand cela est nécessaire. Et c'est vrai que c'est une frange de la population que l'on rencontre dans le cadre de ces réunions d'information, parce que ces réunions d'information collective sont un lieu où les gens peuvent s'exprimer. Et c'est vrai que ce lieu-là, il est très important pour eux parce qu'ils expriment les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les barrières en lien d'accès aux soins, puisque là, on est sur un droit qui leur est acquis, donc c'est plus un accès au droit, mais là, c'est un accès aux soins derrière ça, parce que j'ai un droit, mais je ne peux pas aller jusqu'au bout de ce droit. Et c'est vrai que c'est des problématiques auxquelles nous sommes confrontés, et des difficultés que les personnes nous renvoient. Donc l'intérêt, est d'essayer d'amener les gens vers un choix de complémentaire santé qui peut être en adéquation avec, d'une part, leur état de santé, mais également leur situation financière, puisque le coût d'une complémentaire est vraiment non négligeable. Alors, je reprends les causes de non-recours avec donc la personne, Agnès vous a bien détaillé les tenants, les aboutissants. En deuxième cause, on a pointé l'organisme qui fournit la prestation. Alors, je ne vais pas trop en dire parce que je ne connais pas tout le monde dans la salle, mais les dysfonctionnements institutionnels, les erreurs d'interprétation, parfois les pratiques discriminatoires, et puis des fonctionnements qui peuvent être très dissuasifs. Enfin bon, je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Les dispositifs en tant que tels, donc, qui sont parfois inadaptés aux besoins, la complexité du droit ou des démarches administratives, les effets désincitatifs des dispositifs ou des prestations. Et alors là, j'en reviens à ce que disait Marianne tout à l'heure, avec le système opaque et exigeant. Pour compléter un petit peu notre propos et le terminer, on parlait en effet des actions que l'on peut mener. C'est vrai aussi que on s'est aperçu par rapport à cet accès aux soins. Bien sûr, sur Nanterre, on ne parle pas de déserts médicaux, bien évidemment, mais parfois il peut exister un éloignement géographique et des difficultés d'accès aux soins auprès de certains médecins, plutôt des médecins spécialistes, donc, et qui peuvent en effet freiner les démarches que peuvent vouloir mettre en place les assurés sociaux. Ça fait partie un petit peu des difficultés qui sont notées. Également sont notés les dépassements d'honoraires. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent parce qu'on peut disposer d'une complémentaire santé ou bénéficier d'une ALD, affection de longue durée, donc un 100%. Donc avoir une prise en charge en effet du coût des consultations, mais être confronté à rencontrer des médecins qui font des dépassements d'honoraires. Et ça, c'est une réalité qui nous est de plus en plus remontée parce que le dépassement d'honoraires devient plus régulier. Et des gens, face à ce dépassement d'honoraires, refusent après de faire les démarches qui leur sont nécessaires pour leur accès à la santé. Donc c'est vrai que ça fait partie un petit peu des difficultés
au-delà du coût et je dirais des aides qui peuvent être mises en place, des réalités auxquelles sont confrontés les assurés sociaux. On peut noter en conclusion qu'il y a quand même une importance des relations entre les institutions, et c'est vrai que c'est le lieu de cette matinée, parce que si vous voulez, si on se connaît mieux, si on connaît mieux, je dirais, nos missions d'intervention et nos domaines pour permettre d'orienter à bon escient les assurés, ça permet de partager en effet ces informations et de mieux travailler ensemble. Voilà. Je remercie Agnès Deschamps et Nadine Coste de nous avoir illustré cette réalité du non-recours au droit pour l'assurance maladie et de nous avoir présenté les actions mises en place par le service social de la CRAMIF pour y remédier. Je passe tout de suite la parole au Secours populaire. On va essayer de contenir les interventions des uns et des autres pour laisser quand même la possibilité à Michel Chauvière de développer son propos, mais je passe tout de suite la parole à Marie-Josée.